Bien, donc deuxième table ronde qui réunit ce soir donc Stanislas Bernard de Rothschild et compagnie Gestion, François Barthélémy de FNC Partner, Xavier Lattaignan de BNP Airwood, Steven Amiel de 303. Et je vous propose tout simplement de commencer par Christophe Catoire de Vauban Humanis. En fait, comme je voulais commencer par lui, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité. Donc, qui va nous présenter son expérience en tant qu'investisseur institutionnel, savoir comment un investisseur institutionnel par rapport à la crise, mais par rapport aussi peut-être aux besoins d'un investisseur de produire du revenu et du rendement, comment est-ce qu'il a réagi et comment est-ce qu'il continue à penser par rapport à la gestion alternative. Bonsoir à tous. Donc, je suis Christophe Catoire, le responsable de la gestion financière du groupe Vauban Humanis. Le groupe Vauban Humanis est un groupe de protection sociale qui regroupe des institutions de retraite, des prévoyances et mutuelles, qui représentent environ 3 milliards d'euros d'actifs gérés. Ça m'intéressait beaucoup de participer ce soir à cette table ronde. Je pense que c'est un sujet, parmi tant d'autres, qui seront des éléments clés pour les prochaines années, pour la gestion de portefeuille, que ce soit pour des institutionnels ou pour n'importe quel type d'investisseur. Alors, très rapidement, c'était abordé sur l'année 2008, année très particulière, très singulière, avec des crises de tout genre, avec une origine qui est une crise, à mon sens, une crise financière, avec aussi une explosion de n'importe quel agrégat. On parle notamment au niveau de la volatilité. Je pense que c'est ça qui a posé beaucoup de problèmes au modèle mathématique qui avait été développé ces dernières années. C'est qu'on n'a jamais connu ça en termes de volatilité, et ça a beaucoup surpris les modèles et les gérants. Un deuxième élément clé, clairement, c'est mi-septembre et la faillite de Lehman Brothers. Ce n'est pas la faillite de Lehman Brothers qui a, à mon sens, qui a produit les effets sur la gestion alternative. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gérants de hedge funds qui avaient anticipé ça. Et nous, concrètement, dès la faillite de Lehman Brothers, on a interrogé énormément tous nos gérants de gestion alternative. Et il n'y avait aucun qui était touché de manière directe. En revanche, ce qu'ils avaient clairement sous-anticipé, ce sont les effets indirects. Parce qu'en fait, Lehman Brothers, c'est d'abord ensuite l'effet sur le hors-bilan des banques qui a conduit au deleveraging, qui a ensuite conduit à des ventes forcées sur tous les marchés, qui a ensuite conduit les problèmes pour la gestion alternative. Donc forcément énormément de questions en tant qu'investisseur, et ça même avant le septembre 2008. Je pense que ça a commencé même depuis le printemps avec Bear Stearns, qui était lui aussi un gros acteur sur la place. Et les enseignements nous ont, dès le début de l'année 2008, conduit à renforcer en fait nos liens avec nos gérants, puisque la particularité que nous avons, c'est que nous sommes sur la partie gestion alternative investis sur des gérants, qu'ils soient gérants en direct ou sélectionneurs de gérants, fonds de fonds, de renforcer en fait nos exigences en matière de contrôle interne, de transparence, de reporting vis-à-vis de nos gérants. Ça nous aussi très rapidement nous poser des questions sur la maîtrise que nos gérants avaient par rapport à leurs passifs, c'est-à-dire par rapport à la liquidité qu'ils pouvaient assurer à leurs porteurs, quels étaient leurs porteurs, quelle était la liquidité de leur stratégie, et ça dès le printemps. On s'est aussi rendu compte que la gestion alternative, on était dans un contexte où dans le passé, je crois que c'est terminé, on pensait que la gestion alternative égale décorrélation, égale performance absolue. Au vu des drawdowns qui ont été affichés par différentes stratégies, par différents fonds, on peut dire que malheureusement il n'y a pas de miracle en la matière. Et donc ça nous a laissé penser qu'il fallait avoir des gérants qui soient très dynamiques en matière d'allocation stratégique et d'allocation de fonds. Puisque vous pouviez trouver des fonds de fonds qui s'étaient créés dans les années 2005, qui étaient assez passifs. Et là, je rejoins un des thèmes abordés juste avant. Il est clair qu'en gestion alternative, tout comme en gestion classique, il faut être actif en termes de sélection de stratégie, en termes de sélection de fonds. Et ça, ce n'est pas tous les gérants qui offrent ce type de capacité. Donc ça, c'était les enseignements que nous avons eus très rapidement dès le printemps, sans anticiper tout ce qui allait se passer. Ce qui s'est passé, par contre, à partir du mois de septembre, nous laisse à penser que, et là c'était la question que j'ai posée tout à l'heure,
qu'en tant qu'investisseur, nous avons besoin d'être réassurés. Et encore une fois, je parle en tant qu'investisseur institutionnel, mais je dépends d'administrateurs qui eux-mêmes sont parfois investisseurs privés et se posent les mêmes questions. Nous avons besoin d'être réassurés par rapport à tous les niveaux de contrôle qui partent du gérant jusqu'aux autorités de contrôle en amont de toutes les places. Nous avons besoin de transparence vis-à-vis des dépositaires, des valorisateurs, parce que sans ça, en fait, nous ne pourrons pas avancer. En tout cas, en tant qu'investisseur institutionnel, nous ne pourrons pas continuer d'investir sur des fonds qui investissent sur des places qui ne sont pas réglementées, pour lesquelles il y a un manque de transparence. Ça, c'est un point très essentiel à mon sens pour à la fois l'industrie et puis, je pense, toutes les préoccupations d'investisseurs. Il y avait une autre question, c'était par rapport à ce que la gestion alternative, est-ce qu'elle a des sources de profit? Moi, je dirais oui. Très clairement, ça a été abordé. L'année 2008 a au moins cet avantage, c'est qu'elle a épuré le marché. Il y a 25% des hedge funds qui ont disparu. J'ai tendance à penser que ce n'étaient pas les 25 meilleurs. Il y a certaines stratégies qui ont été complètement abandonnées. Il y a un niveau de levier qui maintenant a descendu, bien sûr, puisqu'il n'y a plus de levier possible au niveau des banques. Donc des conditions de marché qui sont beaucoup plus saines pour aborder les prochaines années, les 2-3 prochaines années, au niveau de la gestion alternative. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça me fait dire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, loin de là. Il faut apprendre de la crise, comprendre la crise, et ensuite se recentrer sur ceux qui seront le plus à même de gérer les prochaines crises, parce que malheureusement, je crains que dans 5 ans, on puisse refaire le même débat. En conclusion, la gestion alternative, ce n'est pas une solution miracle, ce n'est pas le diable. Je pense que c'est un outil qui permet d'optimiser le couple rendement-risque d'un portefeuille global, diversifié. C'est-à-dire qu'il doit avoir un poids qui doit être mesuré. Je pense aussi qu'il est nécessaire pour tous les investisseurs de définir quelle est l'alternative, parce que dans la gestion alternative, il y a alternative. On parle des hedge funds ce soir, mais dans la gestion alternative, à mon sens, il y a le private equity, il y a l'immobilier, il y a les matières premières. Tous ces segments sont, pour moi, de la gestion alternative. Il faut définir quel horizon on adopte pour ces gestions-là. Il est clair que si on est très court-termiste, il ne faut pas aller sur la gestion alternative. Il faut savoir aussi quel risque on accepte. Et pour terminer, j'aurais donc 2 points. Un point très positif et un point négatif. J'ai commencé par le négatif. Il est clair que pour moi, en tant que gestionnaire, ce que j'ai de plus dur à combattre maintenant auprès de mes décideurs, c'est de rétablir cette confiance vis-à-vis de cette gestion alternative. Encore une fois, sans cette confiance, mes décideurs ne décideront pas d'augmenter et peut-être même décideront de réduire le poids de la gestion alternative dans leur portefeuille. Le point très positif que je trouve, encore une fois, c'est que les avatars de l'année 2008 créent beaucoup d'opportunités et que je pense que la place de Paris, la gestion française alternative, qui parfois est vue de manière dédaigneuse par certains, je pense qu'elle a beaucoup d'atouts. Je rencontre de plus en plus de gérants de hedge funds. Il faudra trouver la traduction, je suis d'accord, la vraie traduction de ce qu'est un fonds de gestion alternative français. Je trouve qu'il y a beaucoup de talent sur la place. Et en plus, il y a beaucoup de réassurance vis-à-vis du contrôle qu'on a sur cette place. Voilà. Christophe, merci. Ça va rassurer notre prochain intervenant, Stanislas Bernard, qui est directeur de la gestion alternative chez Rothschild et compagnie gestion, après être intervenu chez Olympia et chez Natixis Alternative Investments. Donc Stanislas, je pense que vous allez pouvoir nous expliquer quelle est l'expérience que vous avez en tant que sélectionneur de produits et comment vous agissez aujourd'hui et comment vous réagissez également par rapport à la crise et quelles sont les perspectives que vous voyez de votre côté chez Rothschild et compagnie. Merci Olivier, bonsoir à toutes et à tous. Donc nous gérons au sein du groupe de David de Rothschild depuis 1993 à peu près plus d'1,5 milliard de dollars de fonds de hedge funds, ça c'est les derniers chiffres, donc ils sont à peu près à jour. Nous avons 2 gammes de fonds, des fonds offshore, de droit Guernsey et des fonds de droit français. Je dois dire que ce qui nous caractérise et nous différencie, c'est bien sûr notre statut de société en commandite simple, qui implique que les associés commandités sont indéfiniment responsables sur leurs biens propres et qui explique probablement pourquoi nous avons évité 2 écueils
que très peu finalement de concurrents ont pu éviter cette année. Le premier d'entre eux, c'est que beaucoup de fonds alternatifs ont recruté massivement depuis 3 ans. Or, il était manifeste qu'il y avait une formation de bulle sur le développement des actifs gérés par les hedge funds et les fonds de fonds, puisque l'industrie a quasiment doublé de taille en 3 ans. Et nous avons résisté à la tentation d'augmenter sensiblement les équipes, ce qui aujourd'hui confère une position de force très intéressante, puisque nous n'avons aucun problème de point mort. Et je sais que beaucoup de fonds qui ont recruté massivement font face aujourd'hui à un problème de point mort. Nous n'avons pas non plus de problème de taille critique grâce à la bonne diversification de notre passif. Et ça, c'est probablement le deuxième écueil que, là, pour le coup, nous avons été très peu à éviter, qui était la gestion de la liquidité des fonds de fonds. Comme certains d'entre vous le savent, le Code monétaire et financier impose aux fonds d'assurer une bonne adéquation entre son actif et son passif. Et moi-même, je suis assez surpris de voir que finalement très peu ont assuré cette obligation, puisqu'ils ont tous fait face à des difficultés extraordinaires de liquidité. Alors pourquoi nous y avons échappé? Pour 2 raisons. C'est qu'à partir du mois de mars, vous avez peut-être constaté une hausse de la volatilité des devises, ce qui impliquait donc plus de risques pour les fonds de fonds qui étaient couverts contre le risque de change dollar. Et vu la forte baisse du dollar, qui a atteint plus de 30%, c'est-à-dire que vous receviez, quand vous étiez un fonds de fonds libellé en euros, mais investi sur des hedge funds qui sont en dollars, vous receviez, suite au gain de votre couverture de change, l'équivalent de 30% de vos actifs. Il ne faisait aucun doute pour nous, vu la hausse de la volatilité et puis le mouvement de liquidation qui était en cours dans les marchés, qu'il y avait un risque sérieux d'assister à un rebond du dollar, et auquel cas, il faut ressortir ce cash que vous avez reçu, je dirais presque indûment. Et donc, évidemment, ce cash, il faut le mettre et l'investir de manière liquide. Ce qui nous a conduit précisément à investir massivement à partir du printemps chez Lyxor, qui était l'une des plateformes qui présentait le gros avantage d'avoir une liquidité hebdomadaire sur beaucoup de hedge funds. Ce qui fait que quand le dollar s'est apprécié fortement durant l'été, on n'a eu aucun problème pour faire face à ces besoins d'appel de marge liés à la couverture de change. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous savez que la plupart des fonds des hedge funds sont trimestriels avec préavis, ce qui veut dire que si vous vouliez sortir avant fin septembre de beaucoup de vos fonds trimestriels, il fallait les vendre au plus tard le 30 août, voire même le 15 août. Quand on a commencé à voir en juillet, avec l'interdiction de ces ventes à découvert, des contre-performances notables de certains fonds et un surcroît de volatilité avec l'effondrement du pétrole et donc ce rebond du dollar, il ne faisait aucun doute que ces contre-performances allaient probablement générer des inquiétudes auprès de nos investisseurs qui, rentrant de vacances début septembre, auraient pu se questionner après 8 mois de contre-performance sur la gestion alternative. Ce qui fait qu'en août, donc entre le 1er et le 31 août, nous avons essayé de vendre à peu près l'équivalent d'un tiers de notre portefeuille de fonds trimestriels. Alors le fait est, et c'est vrai que j'en suis moi-même surpris, qu'après Lehman, qui a fait faillite le 15 septembre, la plupart des fonds de fonds ont dû donc faire face à des rachats prévisibles de clients et donc sortir des fonds trimestriels. Mais là, il fallait attendre le mois de janvier pour être crédité, puisqu'ils sortaient fin décembre. Et puis surtout, ont été squeezés avec la hausse du dollar. Donc en gros, entre les besoins de couverture liés au dollar plus les besoins de faire face au rachat des clients, il fallait pouvoir sortir l'équivalent de 50% de son actif à un moment terrible, puisque c'était précisément un moment où la liquidité, se contractait de manière très forte. Donc, si j'en crois le palmarès d'Asterias, nous sommes le seul fonds de droit français à être resté liquide et à avoir respecté nos engagements vis-à-vis de nos clients et qui, par conséquent, rassurés par la liquidité, n'ont pas eu tendance à trop sortir de nos fonds, ce qui nous a réjouis sur ce plan-là. Et je crois qu'en fait, l'année 2008, c'était une année où il fallait gérer les risques et pas vraiment la performance, parce que force est de constater que les hedge funds ont subi 5 chocs extrêmes en 2008. Le mois de janvier a été terrible, souvenez-vous, avec ce crash sur les actions, qui était imprévisible, puisqu'il est rare au mois de janvier. Le mois de mars avec l'affaire Bear Stearns,
le mois de juillet avec l'interdiction des ventes et découverts, Lehman le 15 décembre, et le 15 septembre, et le 12 décembre, Madoff. Si honnêtement on m'avait donné les cartes à l'avance, je vous aurais dit, compte tenu des leviers et des risques spécifiques des hedge funds, si on s'en sort en faisant moins 20% en moyenne dans l'industrie quand les marchés perdent près de 50%, franchement, j'aurais trouvé que les hedge funds ont tenu leur promesse qui est d'amortir la baisse et de jouer un rôle de stabilisateur dans les portefeuilles. C'est sûr que ces résultats sont très négatifs et très décevants par rapport aux 10% par an auxquels ils nous avaient habitués depuis 15 ans. Mais en fait, ce n'est pas si mal. Heureusement, après de telles contre-performances, il y a tout lieu d'être plutôt optimiste. Et là, effectivement, je rejoins Alain Dubois qui parlait de 98. Moi, j'étais rentré dans la gestion alternative en 94 chez Olympia, donc en pleine crise pour les hedge funds, puisqu'on parlait à ce moment-là de la fin de très gros hedge funds très célèbres, à cause de ce crash obligataire qui avait perdu les boussoles de beaucoup de gérants. Et en 98, le levier n'était pas dans les banques, mais était dans les hedge funds, et donc tout le monde considérait, après 4 ans, que finalement la proposition d'investissement des hedge funds n'était pas très intéressante et qu'il faudrait peut-être revoir l'intérêt d'avoir une telle activité. 10 ans plus tard, force est de constater que 10 ans plus tard, vous perdiez à peu près un quart de votre argent sur des actions américaines et vous gagnez 100% sur les indices de hedge funds. Et sur nos fonds offshore qui remontent à plus loin, on pouvait gagner quasiment 50% de plus encore. Donc c'était clairement une proposition intéressante. Et aujourd'hui, tout nous laisse penser qu'on pourrait peut-être pas gagner autant d'argent, mais en tout cas qu'on pourrait encore tirer notre épingle du jeu pour 5 raisons principales. C'est que la compétition a beaucoup baissé dans le monde des hedge funds. On estime qu'elle diminue entre 5 et 10 fois. On pourra peut-être en revenir là-dessus. Donc beaucoup moins de compétition, beaucoup plus d'opportunités. Et on quitte en fait un univers où il y avait too much money, too few opportunities. Bon, c'est exactement l'inverse qui se produit. Il va y avoir en plus, qui plus est, moins de frais pour l'investisseur, puisque vous savez que dans les hedge funds, il y a ce qu'on appelle le high watermark, c'est-à-dire que tant que le hedge fund ne récupère pas la perte passée, il ne prendra pas de commission de performance, ce qui veut dire que vous aurez 100% de sa performance. Les frais de sortie sont quasiment renégociés, puisqu'on voit bien que beaucoup de hedge funds bloquent les sorties. Et donc les frais de sortie n'existeront probablement plus, ce qui est intéressant. Et les frais de gestion sont eux-mêmes revus à la baisse par certains d'entre eux. Donc plus d'espoir de performance, moins de frais, et moins de risques aussi probablement, puisqu'on voit qu'on va vers plus de transparence, une meilleure régulation, et puis vers moins de leviers, puisqu'aujourd'hui ils n'ont plus besoin d'avoir autant de leviers pour faire de la performance. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Nous allons continuer l'analyse de ce monde en passant la parole à François Barthélémy, qui est fondateur de FNC Partners. FNC Partners qui donc est rattaché au groupe FNC. FNC Partners fait également de la sélection de fonds alternatifs. Précédemment, François Barthélémy a eu des expériences notamment chez Morgan Stanley sur les equity derivatives, donc une grande expérience sur les marchés, directement sur les marchés, et je crois que cette expérience a été très utile pour l'analyse et la mise en place, l'analyse des gestionnaires et la mise en place des procédures telles qu'il va probablement nous en parler maintenant. Merci, bonsoir à tous. Je dirige un fonds de hedge fund, donc mon métier c'est d'évoluer dans ce monde dangereux, plein de requins, dérégulés, qui sont les hedge funds. Et j'ai une bonne nouvelle et j'ai une mise en garde. La bonne nouvelle, on vient d'en parler, c'est que l'année dernière était quand même pas si mal, vu le contexte de marché que nous avons dû traverser. Et la vraie bonne nouvelle, c'est que les quelques années que nous avons devant nous risquent d'être des années qui vont être exceptionnelles pour les returns chez les hedge funds qui vont survivre. Donc ça a été discuté. Bon. La mise en garde, c'est que je regarde la façon dont nous avons géré nos portefeuilles de hedge funds et nous avons évité tous les problèmes. On a évité Madoff, on avait fait notre due diligence, on pensait que c'était un escroc, on avait Paramarant. Bon. Je remarque que nous avons mis en place un certain process qui comprend certaines étapes.
avec des filtres quantitatifs qui sont au point, qui font leur travail. Mais la raison pour laquelle nous avons évité les écueils, c'est à cause de notre volonté d'éviter ce que je décris comme la tentation de l'abdication. Je suis un allocataire de capital, comme la plupart d'entre vous dans cette salle. Nous avons en face de nous des intervenants, un système qui nous pousse à abdiquer nos responsabilités à toutes les étapes du processus. Et ceux qui survivent, ceux qui évitent les écueils, ce sont ceux qui ne se laissent pas aller à la facilité et qui ne se laissent pas aller, ne se laissent pas gagner par la tentation de l'abdication. Et cette tentation est très pernicieuse. Par exemple, la régulation. Je vais investir du capital dans un système bien régulé, dans un pays transparent. Je peux vous garantir que dans le système le plus transparent, le mieux régulé qu'il soit, vous trouverez des Madoff qui seront capables de vous voler votre argent. D'ailleurs, Bernie Madoff lui-même avait monté autour de sa structure tout un système qui utilisait les pays bien régulés qui lui ont permis de monter, par exemple, LuxAlpha au Luxembourg. Bon. Donc, il ne faut pas se laisser aller à cette tentation-là. Mais ce n'est pas la seule. Une autre tentation qui nous menace tous, c'est la tentation de la réputation. Je vais investir mon argent avec quelqu'un qui a une bonne réputation, qui existe depuis longtemps. Ça, c'est par exemple le cas d'Amarante, quelqu'un qui a, à un moment de sa carrière, bien géré de l'argent et qui a développé autour de lui une infrastructure qui était hors pair. Et moi, j'ai rencontré Nick Mahonis à de nombreuses reprises. Et la raison pour laquelle je n'ai pas souhaité investir avec lui, c'est parce que j'ai eu en face de moi quelqu'un qui s'était laissé, à mon sens, gagner par son succès et qui avait perdu le sens des réalités. Et ça, c'est très important de le garder en tête. Une autre méthode traditionnelle d'abdication de ses responsabilités, ce sont les méthodes quantitatives. Je suis sûr que Patrice Poncet me rejoindra en disant qu'il n'y a rien de pire qu'un outil quantitatif mal compris et mal utilisé. Bien sûr, Patrice Poncet, qui est un spécialiste et un expert, sait exactement les limitations et les qualités de ces systèmes. Mais pour ma part, je suis confronté en permanence à des gens qui ont mis en place des outils quantitatifs qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Et ça, c'est un piège qu'il faut éviter à tout prix. Donc, quand j'observe mon process, j'ai naturellement des outils quantitatifs. J'ai une préférence pour les systèmes bien régulés, mais in fine, ce n'est pas ça qui m'a permis d'éviter les écueils, ce n'est pas ça qui m'a permis de contrôler mon portefeuille. Ce qui m'a permis de faire la différence, c'est que j'ai un certain nombre de règles. Et la première, c'est que c'est moi qui prends les décisions. Ça veut dire que c'est moi qui suis responsable vis-à-vis de mes clients. Et ça veut dire que c'est moi qui dois, in fine, rencontrer tous ces gérants. Et je dois les rencontrer en face à face, dans leur bureau, et à intervalles extrêmement réguliers. Et vous vous rendez compte que c'est pas si compliqué que ça d'une part, parce que la plupart de ces gérants de hedge funds sont parfaitement prêts à vous recevoir dans leur bureau pour peu que vous ayez la volonté de vous présenter. Et vous allez également vous rendre compte que ça va vous donner une information, vous allez en retirer une information particulièrement utile et qui va vous permettre d'éviter la plupart de ceux qui vont essayer de vous voler vos sous. Je n'embauche que des gens qui ont une longue expérience de salle de marché. Et je n'en veux pas beaucoup. Donc j'ai une équipe extrêmement compacte. Et c'est une volonté. Parce que je ne souhaite pas, comme l'a dit Stanislas, participer à la bulle du recrutement du monde du fonds de hedge fund, avec des équipes juniors mal formées qui vont me ramener une mauvaise information. J'évite la spécialisation de mes équipes. Et c'est fait exprès. Je veux que mes analystes aillent voir un gérant et que la visite suivante, ce soit un autre analyste qui aille voir le même gérant, pour arriver à croiser les opinions. Donc, ce sont ces règles-là qui m'ont permis d'éviter les écueils principaux. Donc si j'avais une conclusion à apporter, ce serait celle-ci, ce serait de dire faites attention, n'abdiquez pas vos responsabilités. Un autre mécanisme d'abdication que je vais mentionner en passant, même s'il n'est pas tout à fait celui de notre milieu, ce sont les credit ratings. Il n'y a pas pire système que les credit ratings. Vous imaginez que quelqu'un qui va gérer une spreadsheet chez Moody's va être capable de vous dire si une structure ou un papier a une solidité? Non, ce n'est pas possible. Donc, tout ce qui participe de ce système qui nous pousse tous collectivement à abdiquer nos responsabilités,
je pense que c'est à proscrire. En revanche, tout ce qui va dans le sens inverse, à savoir plus de due diligence, plus de contrôle, plus de visites, avec des gens bien formés, qui vont ensuite analyser cette information et vous la rapporter, ça, c'est la direction dans laquelle nous allons, à mon avis, nous diriger. Je terminerai juste en disant que, bon, puisque je suis un peu un des deux représentants du monde anglo-saxon dans lequel j'ai fait toute ma carrière, même si je suis d'origine française, les grands débats actuels dans le monde du hedge fund aujourd'hui ne sont pas des débats liés à plus de régulation, en tout cas pas à l'intérieur du monde du hedge fund. Ce qu'en pense l'administration Obama, c'est une autre chose. Mais le grand débat à l'heure actuelle, c'est en tant qu'investisseur, quel type de contrat je peux avoir avec mon gérant de hedge fund. Par exemple, le contrat actuel permet au gérant d'éliminer, enfin de lever la liquidité de son fonds, de décider unilatéralement de ne pas rembourser les actionnaires. Bon. Est-ce que ça c'est normal? Ça peut être normal. On peut très bien imaginer des situations dans lesquelles le marché étant moins liquide, un portefeuille devient moins liquide. Donc ça peut se justifier. Ça peut effectivement être utilisé pour protéger les investisseurs qui souhaitent rester dans le portefeuille. Mais à d'autres moments, ce n'est pas normal. Parce que clairement, il y a des abus, il y a des gérants qui abusent de ce processus. Donc, bon, c'est un exemple de débat qui, à l'heure actuelle, est tout à fait présent dans notre monde. Rien n'est décidé. Est-ce qu'une solution possible, c'est d'évoluer vers des plateformes de comptes gérés, comme celle qui a été décrite plutôt par Alain Dubois, Lyxor, qui est une plateforme de qualité qui a très bien marché. Mais il y a d'autres solutions. Faut-il aller vers un renforcement des processus de corporate governance avec des boards, des conseils d'administration beaucoup plus présents et indépendants, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays, par exemple en Europe. Toutes ces pistes sont discutées. Il n'y a pas encore de modèle qui a été décidé, qui a été adopté. Mais je peux vous assurer que ces discussions existent et je suis persuadé que le monde du hedge fund, à terme, aura une réponse qui satisfera une grande partie de ses investisseurs actuels. François, merci. En vous écoutant, je pense qu'il est clair pour nous tous, et ça rejoint également certains des propos de Christophe, que finalement l'analyse du gérant reste quelque chose de fondamental, que le mimétisme des investisseurs n'est pas toujours la meilleure décision qu'on puisse avoir. Ça veut dire que dire qu'un gestionnaire est un bon gestionnaire n'est pas forcément une chose négative en soi. Il ne faut pas l'éliminer en se disant ah ben non, puisque mon voisin l'a choisi, je ne vais plus le prendre. C'est pas ce vers quoi je pense que nos speakers ce soir nous conduisent, mais plutôt vers une réflexion indépendante. On m'a parlé tout à l'heure de l'indépendance des opérateurs, des administrateurs. Je pense qu'il est très important également de réfléchir à l'indépendance des investisseurs et donc à une meilleure connaissance, à une meilleure compréhension en fait d'un certain nombre de gestions et donc à un renforcement des processus et des procédures de due diligence. Xavier Léteignant, je me tourne vers vous. Vous représentez donc Harwood, qui est une filiale du groupe BNP Paribas, après avoir être intervenu chez LCF Rothschild, l'autre Rothschild, Stanislas nous en excusera. Société Générale également sur des aspects moins hedge funds que chez LCF Rothschild, mais liés donc aux dérivés actions, également une expérience chez Lyxor. Aujourd'hui, vous êtes donc dans une structure qui a deux vocations, une vocation fonds de fonds, une vocation également gestion avec une stratégie propre à chaque portefeuille. Comment, par rapport à la situation actuelle, quels sont les types de réponses que vous pouvez proposer à des investisseurs qui aujourd'hui se posent beaucoup de questions, non seulement pour des aspects de risque, mais également bien sûr des perspectives d'investissement et de production de revenus? Merci Olivier, bonsoir. En fait, alors sans revenir sur tous les aspects de la crise qui ont déjà été évoqués ce soir, je pense qu'un des aspects qui nous paraît vraiment essentiel chez Harwood, c'était les problèmes de liquidité. C'est ce qu'on a constaté au niveau des hedge funds. Finalement, après Lehman, même si, comme ça a été mentionné, Lehman a été assez bien vu, beaucoup de hedge funds étaient finalement short financières, donc ce n'était pas ce problème-là. C'était le problème de liquidité qu'on a eu derrière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été assez fort. Et le deuxième problème qui vient s'ajouter à ça, mais qui se recoupe, c'est le problème de régulation.
Et en fait, ça a été justement mentionné quelques temps auparavant. Certains investisseurs se sont retrouvés prisonniers dans des hedge funds parce que le hedge fund avait soit suspendu, soit créé une side pocket, donc un fonds de cantonnement, soit un gating, soit a mis son fonds en liquidation. Et ce qu'on a vu, ce qui était assez surprenant, c'est de certains hedge funds qui disaient, je crois que c'était vers décembre, je vais suspendre mon fonds, non pas parce que j'ai pas d'argent pour rembourser, mais parce que finalement tout le monde suspend, et si je ne suspends pas mon fonds, je vais servir de cash machine pour les autres hedge funds. Et donc on a vraiment senti ce côté, je fais ce que je veux avec le fonds, c'est même plus votre argent, et si ça m'arrange quelque part, parce qu'on voit même des gatings parfois à 5-10%, donc on peut se retrouver avec le hedge fund qui va garder vos actifs pendant 1 an ou 2 ans. Donc pour nous, on pense que ça a vraiment été un problème. Et finalement, c'est greffé quelque part un problème de liquidité au niveau des fonds de fonds. On a eu un produit, le fonds de fonds, qui a répondu à toutes les demandes des investisseurs, des clients. Et on s'est rendu compte que ces clients n'avaient pas du tout les mêmes besoins. Alors, après, en termes de classe d'actifs, on pense que ça reste une vraie classe d'actifs. Ce qu'il faut et ce qui est essentiel, c'est de créer finalement des véhicules d'investissement qui sont adaptés. Donc pour le hedge fund, c'est finalement de trouver un hedge fund qui a une liquidité qui est adaptée à sa stratégie. Alors là, c'est assez difficile parce que globalement, si on voit un fonds qui fait du fixed income arbitrage, par exemple, on voit un fonds qui est monthly, mensuel. On voit un autre fonds qui est trimestriel ou annuel. On va se dire, je préfère aller dans le fonds qui est mensuel. Et en fait, tant qu'on n'a pas de problème de liquidité, tout se passe bien. Et le jour, on retrouve un petit peu ce que disait Patrice Poncet avec la courbe gaussienne à gauche, avec un risque extrême assez fort. Le jour où on a un problème de liquidité et tout le monde veut sortir, on se retrouve avec le fonds mensuel qui a des gros problèmes, alors que le fonds qui a une liquidité annuelle, finalement, va peut-être mieux gérer la crise. Donc après, voilà, le problème, c'est que tout le monde ne peut pas se permettre de rester dans un fonds à liquidité annuelle. Donc ce qu'on pense, nous, chez Airwood, on a essayé de développer depuis 2 ans 2 types d'approches. C'est vraiment comprendre le besoin du client, donc de créer par exemple des fonds dédiés pour des institutionnels sur mesure. Donc on pouvait adapter l'allocation, pas faire aussi un fonds qui était multistratégie avec tout type de stratégie. Si on se retrouve avec une compagnie d'assurance qui veut avoir une corrélation plutôt négative au marché action, on peut créer un portefeuille qui va répondre à ce type de besoin. Et on sait aussi qu'on a un horizon d'investissement beaucoup plus long parce que on va en discuter avec l'institutionnel et préparer un véhicule adapté. La deuxième approche, c'est parce que finalement, certains clients peuvent avoir des besoins de liquidité beaucoup plus courts. Donc c'est de créer des fonds de hedge funds ouverts, basés sur une plateforme de managed account, InnoCap, puisque BNP en fait, a développé un partenariat avec la Banque nationale du Canada et a en quelque sorte un accès à cette plateforme, InnoCap, qui a été créée en 1996. Donc là, on remonte vraiment à très très longtemps. L'idée au début au Canada, c'était les banques voulaient investir dans des managed accounts, dans des hedge funds, et ça a été interdit en investissement direct, donc la régulation a obligé finalement à créer des managed accounts. Petit à petit, cette plateforme a évolué, elle a été ouverte en 2004 par le partenariat avec BNP à d'autres clients externes et également aux produits Airwood ou BNP pour avoir une liquidité améliorée. Et encore là, il faut faire attention puisque toutes les stratégies ne vont pas être adaptées à un managed account. Donc il va falloir vraiment trouver des stratégies qui répondent aux besoins et qui ne transforment pas la liquidité. Je pense que c'est vraiment le mot important, c'est ne pas transformer la liquidité, c'est ce qu'on a vu et c'est ce qui finalement a perdu beaucoup de hedge funds en tout cas. Donc après, en termes on a déjà parlé des avantages de la plateforme avec Lyxor, mais c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir la transparence, d'avoir aussi chez InnoCap une valorisation quotidienne indépendante et d'avoir un risk management greffé sur la plateforme. En termes de ségrégation des actifs, on pense aussi que la régulation peut être importante pour avoir une complète étanchéité entre les différents managed accounts de cette plateforme. Donc en termes si on reprend un petit peu la question en termes de confiance, on peut dire oui, c'est une classe d'actifs qui a du sens. La stratégie apporte une vraie diversification par rapport à la gestion traditionnelle. On l'a vu, certaines stratégies ont très bien performé en 2008. C'est le cas des CTA, de certains fonds de volatilité, de certains fonds short bias, donc qui étaient short du marché action, et aussi certaines stratégies global macro. Donc globalement, des stratégies qui étaient directionnelles, mais à la vente ou à l'achat, et des stratégies assez liquides. Bon, je sais pas, après, on a souvent tendance à résumer les hedge funds, on a des long short equity, puisqu'ils représentent une grosse partie de l'univers, mais on a quand même beaucoup de stratégies assez diversifiantes. Et c'est là, finalement, en termes de sources de profit pour 2009, on pense que c'est important d'avoir une allocation assez forte, c'est aussi ce qui a été mentionné, discrétionnaire sur des stratégies qui fonctionnent. Donc là, ça s'oppose un petit peu au fonds de fonds multistratégie qui va faire toutes les stratégies. On pense qu'il ne faut pas hésiter à être très typé sur certaines stratégies si elles paraissent adaptées pour les gérants de fonds de hedge funds.
Et nous, on l'a bien constaté, on a certains fonds dédiés, justement typés, qui ont performé, qui étaient aux alentours de 10% en 2008. Donc on a vraiment quelque chose de diversifiant et de complètement différent. Pour aller plus loin en termes d'innovation, nous, on essaie de travailler énormément en partenariat avec la recherche de BNP. On a justement une recherche assez forte quantitative. Et en fait, certains algorithmes ont été développés pour faire une allocation systématique avec une approche cœur satellite. Donc là, c'est un cœur avec un long ou short réplication d'un indice de hedge fund. Donc on n'est plus seulement long des hedge funds, on peut aussi être short des hedge funds par ces indices de réplication qui sont très liquides. Et ensuite, une approche satellite avec une allocation sur les meilleures stratégies sélectionnées par le modèle. Donc on est en termes d'innovation à quelque part un petit peu différent d'une approche discrétionnaire, mais ça semble fonctionner. Ensuite, chez Airwood, on parle également d'une gamme alternative. On crée des produits à performance absolue, mais qui sont exactement liés à BNP, avec la recherche encore quantitative et l'expertise sur les marchés actions et les dérivés actions. C'est créer des fonds qui ont une exposition à la volatilité, à la dispersion, également à la corrélation. Donc on est sur des classes d'actifs qui sont complètement différentes du long short equity ou du marché action, mais ça permet de trouver finalement une performance absolue et de compléter des portefeuilles assez bien. Xavier, merci. Je crois que là, encore une fois, on a un exemple de diversité sur les gestions. Donc c'est vrai que hedge funds, gestion alternative, gestion diversifiée, gestion diversifiante, ce sont des thèmes qui sont très importants. Et je me tourne donc vers notre dernier intervenant de ce soir, Steven Amiel. Steven, after a long experience on the market, after a CME as a broker and a market maker on CBOE, you decided in a long experience with different companies, Industrial Car, etc. Baldwin, MC Baldwin in Chicago. You decided to create it recently, and more recently in 2004. A new experience with diversification with different asset managers. Now you have 50 managers in your group. I like you present tonight your experience and why you decided to create 303 and why you were so successful. And because we were speaking about recently about a less negative perf in the hedge funds business, but in fact you were not less negative, you were completely positive past year. So this is a proof that it's possible to continue to produce return with diversification, with risk control, and I'd like you explain tonight to our friends your experience. Thank you. Thank you, Olivier. I apologize for not speaking French. My company is a trading company. It's a proprietary trading company. And we have structured ourselves basically to look like a hedge fund, although we really don't like to consider ourselves a hedge fund, but just legally, it was a way for us to be able to take in outside investments. Initially, the company was founded really to manage partners' capital, and the partners, our background over the last 10 to 20 years has been trading our own accounts on the floor of the Mercantile Exchange, the CBOE, as market makers in the different pits. One of my partners has been trading for close to 20 years in the Eurodollar options pit. Myself, I'm more of a directional trader, trading the indexes and the currencies, or at least in the past, indexes and currencies. But the reality was that the business was going to migrate to the screen-based trading, and we wanted to be part of that transition. We spent a long time together sort of discussing our vision, how we wanted to build our company, and what would make it work. Our attempt at it at first was worked out okay. We learned a lot, and then eventually, when we did start 303 Capital Partners, which is a joint venture between my company, Mars Asset Management, and another company, TSJ, some of the important aspects, of course, traders have to
have a strategy that makes sense. You have, as a risk manager, as an allocator, you have to understand the strategy. You have to understand what the scalability is, where the risk is. You have to have all the systems in place, and all that. Putting all the pieces together took some time. We started with in 2004 with 2 different strategies. We sort of we'd been looking into the energy markets for quite some time. We were somewhat fortunate to have been in it really sort of early on in the game, and we found a really a great trader. We allocated our own capital, some friends and family, about $2.5 million, and simultaneously we had been in discussions for about a year with 3 gentlemen that came from another proprietary trading company, and we allocated $2.5 million to their strategy. So we started with $5 million, 2 different strategies, and now we've grown to beyond $300 million. We have roughly 50 plus traders, as Olivia had said, and what we're looking for, we're not looking to gather assets. We are looking strictly to have absolute returns. As I said when we first started, it was managing our own capital, and we continue to look at managing our company in that way. So each one of our traders, very different from I think what everybody's used to. Each one of our traders manages anywhere between $5 million to $20 million. So if you can imagine a trading room, we have three different products, 3 different main products. One is an equity volatility strategy, and there's about 30 traders in our trading room, and each trader basically is very entrepreneurial, coming from a corporate environment. Other proprietary trading companies, they've been very successful in those entities, and now it's time for them to, as we say back in America, to take your foot off of first base, which is a baseball term, and so as 303 has built an infrastructure, a platform, we've been able to attract some of the really great traders, option traders in the Chicago area. Our model is more about option volatility, option arbitrage, market making, both in streaming quotes, in other words, automated market making, and also providing flow as market makers to all the broker networks around the country. So if you can imagine, there's 30 equity option traders, and each trader is in a specific group. So we have roughly 7 groups in our equity options, in our entire equity options team, and each group trades a variety or a variation of some volatility strategy, buying undervalued or low volatility, selling high volatility as some form of either correlation or pairs methodology. That's one aspect of our sort of bread and butter. Another part of it is the market making function, where, as I said, we are members of the exchanges, and as such, we're able to take advantage, it's not a good word, but we're able to monetize on a lot of opportunities that regular customers can't because we're market makers. And so we're able to, let's say, sell a stock without having to locate that specific stock. It's part of a reg show. These stocks, certain companies are very difficult to borrow, and so the puts are extremely
expensive, and we're able to do a lot of arbitrage, a lot of reversal type of strategies. Simultaneously, we're streaming quotes to about 400 different names, where the streaming quotes basically, as I said before, is an automated way of being able to make markets on many different names. So, time? I'm sorry. Thank you. This is the difference between Paris and the Saxon word. Yes, just a word for conclusion. Yes, just a word for conclusion. Okay, conclusion. A lot of conclusions, but for us, we're a trading company that is really looking to find the best traders. We don't care what the traders trade. It just so happens that we have a very successful equity volatility business. We also have a very successful energy business, and we have some black boxes, but for the most part, our traders are discretionary traders. We do have our own in-house IT department that builds all of our suite of tools that the traders can use for pricing and so forth. We're very excited about the opportunities, at least for our approach. We're very niche, very opportunistic, very entrepreneurial. We trade a lot. We're very active in the markets. We don't just invest. And I think that's probably one of the reasons why we have been fairly successful, is that we can be very quick to turn positions around, whether it's going from a long gamut to a long vega to a short vega portfolio, and we're very nimble, and I think the industry is going to start looking at some of the more niche kind of strategies that are more nimble. It's going to take time, basically, to. Thank you. Thank you. Je pense qu'on va passer très rapidement sur une ou deux questions avant de suivre la voie du cocktail que vous attendez tous, bien sûr, avec impatience, pour continuer à poser des questions directement aux différents speakers de ce soir. Questions dans la salle? Okay, I have two questions. One is for Steve, and the other one is for managers. I understand that you have positive return, and I wonder, I'm not too surprised you have not been hurt by volatility, but it's more surprising that you have not been hurt by the increase in correlation. So can you say a word on that? The increase in correlation in general, when the whole markets get down, what you thought was a correlation of 0.2 is now 0.9. Right. So usually you get hurt. Vis-a-vis your models, you're hurt by this misestimate of that. Number one, each one of our groups isn't necessarily short gamma or long gamma or long or short vol. There's quite of a mixture. There's quite of a flat sort of correlation between all the styles of our different groups. I mean, you have to remember there's over 30 traders that are all managing a small amount of capital, and even if 5 traders have very similar positions, they all have different mentality on how to manage those, how to take profits, how to take losses. But our equity vol book. Well, we have about 2,000 different names, and the risk is really more in not so much in the absolute move in the underlying, in the indexes themselves, but more in the individual names. So we're not as highly correlated as you might think to the overall market. A market could be down 400. And typically, I mean, at least in this environment, fortunately, we've been long
enough gamma to have the bullets, if that answers your question. Okay, thank you. My second question will be in French. Donc là, je m'adresse plutôt au gérant. Plusieurs d'entre vous ont dit quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est de tenir compte des vraies préférences des clients finaux et de leur horizon d'investissement. Alors pour l'horizon d'investissement, c'est pas trop difficile de poser les questions qu'il faut pour avoir une idée relativement précise. Mais par contre, je serais très intéressé par savoir, parce que moi je sais le faire, mais de façon purement théorique, je serais vraiment intéressé à savoir quel genre, comment vous faites pour poser des questions ou éventuellement pour faire passer avoir des questions qui sont moulinées après dans un ordinateur. Comment vous faites pour voir quel est le trade-off optimal de risque-rentabilité pour un client donné, sachant qu'ils ont tous un trade-off différent. Comment vous vous débrouillez là-dessus? Alors, je propose en fait que Christophe donne peut-être son point de vue d'investisseur avant que les gérants répondent à cette question. C'est une question très difficile parce que moi, Bien sûr. Pour mon exemple, j'ai 6 institutions, une cinquantaine d'administrateurs qui ont tous une acceptation risque qui va être différente. Je pense que le principe clé en tant que gérant, puisque là il ne faut pas se défausser, c'est une acceptation du risque qu'il faut reconnaître, et donc l'acceptation du risque par rapport à un horizon, par rapport aussi à une solvabilité, par rapport aussi à une volonté d'avoir du rendement, parce que si on n'a pas besoin de rendement, on n'a pas besoin de faire gestion alternative. Mais c'est dans le monde actuel, avec des taux sans risque qui sont nuls, voire négatifs en taux réel, il faut trouver des solutions pour ceux qui veulent du rendement. Ça passe aussi par la diversification, parce que là aussi on a parlé de crise et tout ça, mais il y a eu beaucoup de faillites, hein, on a parlé du plus célèbre et qui est frauduleux, mais il y a des fonds qui ont fait faillite malheureusement pour d'autres raisons. Lorsqu'on est dans un fonds de fonds et que cette position représente 1 ou 2%, ce n'est jamais qu'un mois de performance s'il y a réellement faillite. Donc c'est à la fois un dosage au niveau du poids de la gestion alternative qu'on est prêt à accepter. Et ce poids, je reviens là-dessus, il risque de varier beaucoup ces prochains temps, parce qu'il y a une sorte de capitulation de certains. Et moi, en tant que gérant, c'est ce qui m'inquiète, parce que je ne suis pas de ceux qui souhaitent, encore une fois, abandonner la gestion alternative. En revanche, je sais que j'ai des collègues dont les conseils souhaitent abandonner la gestion alternative. Et c'est ça que j'ai un peu peur, c'est un effet de seconde vague des collègues qui pourrait impacter une deuxième fois. Donc c'est très difficile à mesurer. Et juste, si vous le permettez, parce qu'en fait, j'aimerais à la limite poser la question à M. Latteignant et puis M. Dubois, qui représente des plateformes pour lesquelles j'ai personnellement beaucoup d'estime, mais une des questions qui m'est posée et qui est très simple, hein, elle est très naïve, mais elle m'est posée par des décideurs, c'est de dire comment en fait peut-on investir dans des plateformes dont les maisons mères sont des banques qui en ce moment sont en train de décider de supprimer ce type d'activité pour leur compte propre. Ça, c'est une question très très naïve à laquelle j'ai à affronter. Je propose que... vous voulez répondre tout de suite, voilà. Xavier peut-être d'abord et puis Alain. Merci. Au niveau, par exemple, justement, en parlant d'InnoCap, en termes de partenariat entre BNP et la Banque nationale du Canada, ce que je disais au départ, c'est que beaucoup des fonds propres de la Banque nationale du Canada sont justement investis dans la plateforme InnoCap. Ça a été leur façon de travailler, de le voir un petit peu comme du prop trading. Et donc, pour l'instant, ils n'ont pas du tout envisagé de réduire leur investissement en termes de comptes propres. Après, ça peut être vrai qu'au niveau des banques, on va avoir moins de comptes propres, mais ça va être plus vrai sur un niveau BNP, pas directement investir, mais à compte InnoCap. Et juste pour peut-être la question aussi de la liquidité, en fait, alors la réponse en effet est très difficile, mais nous, la façon dont on le voit, c'est plutôt qu'on demande aux clients quel est le type, combien de temps, quel est son horizon d'investissement. Si on voit que c'est un client qui nous dit je suis prêt à rester 2 ans, ce que je veux c'est avoir des performances qui sont relativement bonnes, des stratégies diversifiées, et typiquement on va prendre du long short crédit, des distress qui de toute façon ne seront pas liquides. Dans ce cas-là, on va pouvoir avoir accès à ce type de stratégie. Si en face on a un client qui va nous dire moi je veux un fonds mais je vais être capable de sortir en weekly parce que ça va être un fonds que je vais mettre dans une assurance vie, les clients derrière vont peut-être sortir, je ne sais pas ce que je vais en faire.
En fait, c'est à nous, de notre côté, de ne pas mettre un fonds distress ou de ne pas mettre un long short crédit dans le panier. Et justement, je reviens sur le côté transformation de liquidité. Si on propose un fonds weekly, on veut qu'à l'intérieur, on soit certain que les hedge funds soit peuvent être sortis en weekly ou en daily sur du managed account, soit on n'investit pas dans ce type de stratégie. Donc on ne va pas avoir complètement le même profil et le même risk return en effet, et la liquidité a un prix. Oui, je vais me lever peut-être. Oui, en fait, je comprends pas trop pourquoi il y a un problème au fait que les banques réduisent leurs investissements dans ces domaines, alors que nous sommes une filiale de banque. Enfin, je vois pas trop. Je veux dire, on est une société de gestion gérée de façon indépendante. On a des gérants qui gèrent les fonds de façon complètement indépendante de Société Générale. On a même des Chinese walls qui sont extrêmement forts, parce qu'il faut bien voir que les hedge funds qui sont sur notre plateforme nous donnent toutes leurs positions par définition, puisqu'ils viennent gérer des fonds qui sont des fonds Lyxor. Donc on a absolument toutes leurs positions, leurs stratégies. On a évidemment des engagements de confidentialité qui sont extrêmement forts. Et s'il y avait le moindre doute qu'on n'était pas Chinese wallé, si j'ose dire, complètement par rapport à Société Générale, notre business serait complètement mort. Donc je veux dire, ça c'est une chose très claire, nous sommes Lyxor, pas Société Générale. Ce n'est pas une question de Chinese Wall, pas du tout. Hein. C'est une question qu'en fait, votre maison mère et d'autres, en fait, là encore une fois, ce n'est pas directement. Hein, oui. Mais les banques, toutes, vont réduire, voire complètement annuler leurs activités de compte propre, structurées. Et donc, il est difficile de comprendre pour un investisseur lambda qu'on puisse continuer à promouvoir une gestion dans laquelle les maisons mères elles-mêmes arrêtent aujourd'hui d'investir. Alors c'est pour d'autres raisons. Là, il y a une des raisons, c'est l'allocation des fonds propres de ces banques. Non, mais je pense que c'est une très bonne question. Je pense qu'au contraire, c'est très très compatible. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les métiers de prop trading, qui sont des métiers qui consomment du capital, sont des métiers qui effectivement ont tendance à aller plutôt vers le compte de tiers finalement. Donc c'est assez logique, mais ça c'est une évolution qui avait commencé bien avant la crise, c'est-à-dire que on a vu clairement des banques fundiser leurs activités de prop trading, ou au moins une partie, donc aller vers plutôt de la gestion pour compte de tiers que de la gestion pour compte propre. Merci. Écoutez, je pense que ce débat mériterait très certainement de prendre un peu plus de temps, bien sûr, pour approfondir ces points-là. Je vous remercie à tous une nouvelle fois d'être venus. Je remercie tous les intervenants. Juste un tout petit mot avant que vous ne quittiez la salle. Nous avons prévu en fait un dossier préparé par les différents intervenants sous format électronique. Donc n'oubliez pas de nous laisser votre carte de visite de manière à ce qu'on puisse vous le faire parvenir à la bonne adresse, aux bonnes coordonnées. Je vous remercie et le cocktail est juste à côté pour continuer à discuter.